Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs, bienvenue dans le dernier podcast NFL de la saison. On a hâte vraiment de parler du Super Bowl et franchement aujourd'hui je ne pouvais pas être mieux accompagné dans ces vibes un petit peu LA avec à ma gauche David Oudrey. Comment ça va ? Tout va bien. Je vois que tout ce que j'ai dit sur Patrick Mahomes n'a pas été retenu contre moi, donc je suis heureux d'être là. Bien sûr. Et puis bon, pas le meilleur Super Bowl pour toi. On aura l'occasion d'en reparler. Mais de l'autre côté, on a donc d'abord Anthony Coppi. Ici présent. Avec le maillot pour rendre hommage à Tom Brady. Ouais, je commence seulement à accepter l'idée que c'est terminé, mais bon, il fallait quand même rendre un petit hommage. On va revenir dessus tout de suite. Et puis, il y a aussi un petit hommage du côté de Patrick Stein. Oui, on a mis un petit t-shirt des Patriots me concernant. Un hommage discret parce que je ne suis pas spécialement fan de la franchise, mais voilà, Tom Brady, ça vaut quand même le fait de montrer des couleurs sur un podcast. Bon les gars, Tom Brady, on va en parler tout de suite. On va évidemment revenir plus tard sur le 56e Super Bowl de l'histoire. Mais avant, il y a évidemment eu cet événement qui a un petit peu chamboulé la NFL. Tom Brady, on va aller chez celui qui porte son maillot. Mais il va tout dire alors. Voilà, il va tout dire, c'est vrai, mais... on aura droit au positif en premier. Ouais, c'est ça. on va te demander, on va vous demander qu'est-ce qu'il représente finalement pour toi, Tom Brady ? C'est une question difficile en tant que journaliste parce que disons que c'est vrai qu'on est censé être neutre, avoir un regard objectif et tout ça. Là c'est forcément un peu subjectif. Moi je veux dire Brady est quand même l'une des raisons pour laquelle je me retrouve ici. C'est lui qui m'a fait aimer ce sport, qui à un moment donné m'a même donné l'idée finalement comme cela de le pratiquer. Ça c'était pas une grande réussite, mais ça m'a fait du bien sur plein d'autres aspects. Non, on n'a pas d'image. Enfin, il y en a une qui a tourné il y a pas longtemps, mais je l'ai pas. Voilà, c'était discret. Mais donc voilà, ce que représentait Brady pour moi, c'est. Et là, je vais vraiment parler en tant que fan, du coup. Je me permets pour une fois cela, mais c'est vraiment, finalement, la dernière idole que je ne pensais pas avoir, dans le sens où j'ai commencé à suivre la NFL. J'étais déjà aux études pour être journaliste et tout ça. Donc, j'étais déjà dans un mood où, voilà, j'essayais aussi de voir un autre regard sur le sport, un regard justement plus neutre. Et finalement, lui et aussi Rob Gronkowski ont un peu prolongé le plaisir. Donc ouais, c'est quand même une certaine émotion de se dire que maintenant c'est terminé, même si quand j'ai commencé à regarder, je pensais que j'allais pouvoir en profiter 2-3 ans, et au final ça a duré 8 saisons. Ouais. Et j'ai pu quand même commenter quelques-uns de ces Super Bowls. Donc ça aussi, c'est un objectif personnel qui s'est réalisé. Donc ça a été une grosse émotion, et finalement, voilà, une idole tout simplement. On le pensait éternel, et finalement, il faut bien qu'il s'arrête à un moment. Ah ben ça, c'est pas sûr finalement. C'est ça qui est génial. Non, mais allez, dans les 2 semaines du Super Bowl, on parle plus du départ de Tom Brady. Puis il a démenti. Bon voilà, moi j'avoue que les émotions premières de ses réussites en NFL prennent trop le pas sur le marketing. Alors je pense pas que c'est lui qui mène tout. Forcément, c'est devenu beaucoup trop important, mais voilà, c'est moi le joueur que j'ai le plus détesté, adoré ou adoré détester, parce qu'il faut reconnaître que c'est le meilleur de tous les temps, ça, il n'y a pas de discussion. Mais le fait qu'il ait commencé en college à Michigan, donc voilà, moi je suis plusieurs équipes et franchises ou universités qui sont plutôt du côté de l'Ohio, donc ça c'était déjà mal parti, parce que le Wolverine, ça n'a jamais été ma tasse de thé en tant que supporter aussi d'Ohio State. Moi, c'est le côté fan là qui parle, ça c'est sûr, pour la NFL en tout cas. Donc voilà, j'ai toujours été un peu entre les deux. Bill Belichick, il avait quand même commencé à marquer l'histoire de Cleveland avant de partir aux Patriots. Donc j'ai toujours été un peu contre lui. Mais en fait, comme pas mal de gens aux États-Unis, c'est ça qui est un truc de fou, c'est qu'en fait, on a tous espéré par moments qu'ils perdent quand, évidemment, les Super Bowls se sont enchaînés à partir de 2 ou 3 bagues, voilà. Finalement, est-ce qu'il avait plus de gens qui le détestaient qu'ils ne l'adoraient ? Et malgré ça, année après année, franchise après franchise. Alors voilà, moi, ce que je retiens, c'est d'avoir réussi de changer d'équipe, de changer de franchise et d'avoir quand même réussi à gagner une nouvelle fois un titre. Ça reste quand même exceptionnel. Il va falloir quand même un petit peu de temps avant de faire mieux. Ouais, c'est clair que c'est le genre de joueur qu'on a adoré, détesté un petit peu. On le rappelle, 7 Super Bowl, 3 fois MVP. Pat, qu'est-ce qu'il représente pour toi, Tom Brady ? Moi, il représente beaucoup de valeurs de sport aussi, tant qu'on reste dans le positif, sur le travail, l'abnégation, voilà, ce qu'il faut faire pour être un véritable champion et garder le mental pour continuer à faire ça pendant longtemps. C'est vraiment ce qui me marque le plus chez lui. Voilà, il faut se dire aussi que si on prend sa carrière et qu'on la divise en première partie, ses premiers Super Bowl, et puis deuxième partie, il y a 2 carrières de Hall of Famer séparées, avec une demi-carrière ou même un tiers de carrière, il serait déjà au Hall of Fame, considéré parmi les 5-6 plus grands. Donc avec la longévité et tout ce qu'il a mis en place pour
acquérir cette longévité, il faut que respecter. C'est vraiment l'incarnation du champion, de ce qu'il faut faire mentalement, physiquement, les sacrifices aussi, on s'en rend pas compte. Après, voilà, il a reçu plein de bénéfices aussi de tout ça, mais je pense qu'il faut aussi aller sur cet aspect-là quand on parle de lui. Bon, Tom Brady, n'hésitez pas aussi dans les commentaires, si vous nous regardez sur YouTube, à nous dire ce qu'il représente pour vous et puis à nous dire aussi le meilleur moment, le meilleur souvenir avec Tom Brady que vous avez. Bon, maintenant, on va parler un petit peu des playoffs avant de parler de ce Super Bowl, de l'événement de dimanche. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé pendant ce mois de janvier. Et alors, je vais vous demander le moment, plutôt la chose qui vous a le plus marqué, évidemment sans parler des deux équipes qui ont été jusqu'au bout. David? Impressionnant, le peu d'écart finalement entre toutes les équipes. Non, pardon, peut-être pas pour une fois le premier week-end. Le wild card était peut-être un peu plus clair dans les forces en présence et les résultats qu'on suivi, mais le divisional round les matchs ont été exceptionnels, les écarts tellement ténus dans le score, dans le déroulement des matchs, mais donc je suppose aussi dans les forces en présence. Voilà, moi. Le match que je retiens, c'est le Bills-Chiefs, évidemment, et ces fameuses quelques secondes dont Patrick Mahomes et les autres ont pu profiter. C'est cette fameuse règle de overtime. Et voilà, chaque année, la semaine qui a suivi, je me suis dit, ben non, finalement, c'est peut-être la meilleure règle de donner l'avantage à l'attaque. Je ne sais pas, je ne sais plus, mais ça va rester sans doute un des matchs les plus importants de toute l'histoire de la NFL. Voilà. Patrick Mahomes, ok, 4 d'affilée en finale de conférence, mais qu'un seul Super Bowl gagné. Ah, le pic là. Non, mais je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Bon, est-ce qu'on est d'accord avec David ou est-ce qu'il y a un moment qui vous a encore plus marqué? Moi, justement, j'avais envie de mettre un peu en valeur la campagne de playoff de Josh Allen, justement, parce qu'on a parlé dans le match de playoff et même déjà Thanksgiving, on parlait de l'irrégularité des Bills. Ça n'a pas toujours été simple pour lui, mais c'est 2 matchs, parce qu'il y a le match contre les Chiefs où tu peux rien lui reprocher, mais il a mené l'attaque une semaine avant contre les Patriots, un match parfait pour une attaque, ce qu'on n'avait jamais vu. 7 vraies possessions, 7 touchdowns face aux Patriots en playoff. Bon, c'était quand même un sacré exploit, donc au final, s'il avait marqué ce touchdown 13 secondes plus tard en divisional, peut-être qu'on serait en train de parler des Bills au Super Bowl maintenant. Donc il a quand même fait une grosse campagne de playoff malgré seulement 2 matchs, donc moi c'est peut-être le joueur dont je vais plus me souvenir sur cette campagne. Ok. Moi, ce que je retiens des playoffs, je ne sais pas si tu te souviens, quand on avait fait le podcast justement avant les playoffs, j'avais dit la saison, c'était très bien, mais on était au mercredi, là, au fameux, on n'est que mercredi de la semaine. Les playoffs, c'était un super jeu de redis. On s'est encore éclaté. Et là, on va voir le Super Bowl qui va être vraiment la fête finale, enfin le week-end, parce qu'il se passait énormément de choses dans les playoffs. Mais si je dois retenir quelque chose, et c'est aussi malheureusement quelque chose que j'avais dit dans le podcast avant playoffs, donc ça me permet de faire 2 fois, c'est que les Packers se sont plantés. Et bien royalement, il y a quand même toujours quelque chose qui arrive à un moment qui font que les Packers se plantent. J'avais pris la métaphore de la Belgique en foot. Je ne vais pas insister dedans. Avait fait mal. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui, voilà, ils avaient tout en plus pour gagner ce match, quoi. Et leurs équipes spéciales qui se plantent. Et donc, du coup, c'est encore une possibilité qui s'en va pour Rodgers. Ça commence à faire beaucoup pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces playoffs? On va revenir un petit peu sur Green Bay. C'est quand même la grosse déception de ces playoffs, c'est de ne pas les voir au Super Bowl. Comment est-ce qu'on explique? Surtout la manière, en fait. Parce qu'en plus, ils avaient très bien commencé leur premier drive. Tu dis, c'est bon, ils vont dérouler, c'est terminé et tout. En plus, il fait froid et tout. C'est quand même une légende qui est de moins en moins confirmée, le froid de Green Bay, parce que c'est pas la première fois qu'ils se plantent à ce moment-là. C'est difficile de savoir ce qui s'est passé. Ils sont un peu retombés dans leur travers. Il y a cette image qui a beaucoup tourné avec Aaron Rodgers qui force pour aller chercher Davante Adams en profondeur, alors que Allen Lazard est tout seul dans une zone intermédiaire, et ça aurait été un très gros gain là aussi. Il est retombé dans ses travers, et c'est difficile de savoir exactement. Il y a eu un vrai craquage, alors que franchement... Tout était fin prêt pour qu'ils aillent enfin au bout pour la deuxième fois avec Rodgers pour Green Bay. J'ai 2 choses, si je peux me permettre rapidement là-dessus. Bien sûr. Les special teams, on en a un peu parlé, mais en fait, c'est un truc de fou parce que c'est playoff. Il faudrait voir les statistiques exactes, mais les kickers n'ont jamais eu autant d'importance. Et on n'arrête pas de dire que les extra points ou les field goals sont plus compliqués qu'avant à réussir. En tout cas, il y en a beaucoup plus qui ratent qu'avant. Donc, ça a eu une influence, je trouve, dans les playoffs. Et j'avais été très surpris aussi. Je ne peux pas donner les chiffres exacts, je n'ai pas la mémoire d'Anthony ou de Patrick, mais qu'en fait, c'est un peu en trompant
trompe-l'œil les résultats des Packers à domicile, en play-off et même ces dernières années. C'est un peu en trompe-l'œil parce que les échecs ont quand même été régulièrement, finalement, au bout et de l'histoire. Et donc, c'est vrai que moi, lors du dernier podcast, non, je rigole, j'avais dit beaucoup de bien d'Aaron Rodgers et je l'avais vu aller jusqu'au bout cette année. Mais voilà, ça s'est joué à des détails. Ouais. Et finalement, ces Packers ne sont pas si omnipotents à domicile ces dernières années. Et est-ce que c'était la dernière du coup de Rodgers? Alors voilà, c'est ça. Et aller où? Denver. Ouais. Moi, ça me semble la seule solution pour dire de gagner un titre maintenant. Faire un peu comme ce que Peyton Manning avait fait. Mais bon, après, il y a aussi le problème Rodgers qui se pose. Donc, San Francisco, c'est impossible. Pour un one-shot peut-être alors. Non, bah oui, parce que le truc c'est que... C'est ça. Mais le truc c'est que... Pourquoi... Enfin si, bien sûr, remplacer Garoppolo par Rodgers, c'est une évidence. Enfin, il ne faut pas se poser la question. Ouais, mais ils ont drafté. Mais ils ont drafté très lent, ils ont monté dans la draft, ils ont dépensé beaucoup de pics. Donc... Oui, mais il y a des opportunités qui peuvent effacer la stratégie précédente. Bien sûr, dans la tête des c'est clair qu'ils sont prêts, mais il faut voir le cas. On fera un podcast à la californienne, parce qu'on va reparler de LA. Exact. On fera un podcast spécial au niveau des trades, de ce qui se passe. Vous inquiétez pas, ça on vous tiendra au courant. Mais on est déçus pour Green Bay, on est aussi quand même déçus pour les Chiefs ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous me regardez en disant ou pas? Je dis, qu'est-ce qui s'est passé du côté de Kansas City? Ça, je vais laisser les explications aux plus grands experts que moi. Je vais rester sur le côté fan. Il y avait quelque chose tout au long de la saison. Et puis, c'est pas possible qu'à chaque fois, ils sortent de la pocket et trouvent une solution avec Kelsey, avec Hill. Ça a fait son temps. Enfin, il y a un moment... voilà, j'étais effectivement impressionné par le résultat parce que je pensais que le fait d'avoir utilisé tellement bien ces 13 secondes contre les Bills et contre Josh Allen, et je m'étais dit, bah, ça y est, ça c'est encore un signe du destin, ils vont aller au bout, enfin il va avoir son deuxième Super Bowl, et là on veut parler de Hall of Fame, mais on pourrait parler de Hall of Fame, mais là, pas encore. Là, enfin voilà, ils sont arrivés un peu au bout, je trouve, de leur gimmick. Alors combien de temps Patrick Mahomes va encore avoir ses armes à sa disposition? Ça c'est une bonne question. Surtout arriver au bout et peut-être même en faire un surusage. On parle beaucoup aux États-Unis maintenant de syndrome du héros du côté de Patrick Mahomes, qui force justement un peu ses actions à garder le ballon longtemps, à chercher les solutions et ne pas aller vers les solutions plus simple aussi dans le jeu, et c'est peut-être ça qui lui est tombé dessus lors de la deuxième mi-temps face aux Bengals, parce que nous on commentait le match, et on peut vous dire aussi à la mi-temps, quand on se retrouve à échanger un petit peu, on se dit on va se faire un petit peu... On était content que les Bengals aient marqué 10 points à ce moment-là. Voilà, et donc, parce qu'on les voyait continuer à dérouler, donc arriver au Super Bowl avec l'étiquette de grands favoris, et puis il y a eu cet accident industriel de la deuxième mi-temps, qui a ses explications par les ajustements, etc. des Bengals, mais aussi les Chiefs qui n'ont pas su s'adapter et trouver un autre plan par rapport aux ajustements. Mais je sais pas, je pense que le truc vraiment compliqué, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a vu les deux Mahomes de cette saison dans ce match. En première mi-temps, on a vu le Mahomes de la deuxième partie de saison, qui gère très bien, se sert aussi et parfois va se contenter des réceptions de 5-6 yards, tu vois, les petites réceptions petit à petit, être un peu plus distributeur, un peu plus manager aussi quand il faut le faire. Et en deuxième mi-temps, on l'a retrouvé un peu en mode héros, mais aussi parce que moi je trouve que c'est aussi un gros travail défensif, un gros ajustement défensif de Cincinnati, mais on aura l'occasion d'en reparler forcément. Et cette dernière action qui est symbolique, où il attend très longtemps, et puis finalement, au moment où il y a les cibles qui sont disponibles, il y a un défenseur qui vient mettre la pression pile à ce moment-là, et du coup, la Mahomes est complètement piégé, complètement perdu. Je pense que... Mais Cincinnati a trouvé enfin une solution défensive à ce qu'on voyait tous en disant il y a un moment, il va falloir pouvoir contrer cette attente. Est-ce que c'est Cincinnati qui a gagné ou est-ce que c'est plutôt les Chiefs qui ont perdu? Les deux. Ouais. Les deux. C'est pas la réponse qu'on aime bien parce que voilà, on veut qu'on mette un point sur quelque chose ou pas. Mais ce sont les deux parce qu'on ne peut pas sous-estimer la contre-performance de Mahomes. C'est l'une des pires mi-temps de sa carrière, la deuxième mi-temps, voire la pire. Et on ne peut pas non plus, donc on ne peut pas la surestimer, mais on ne peut pas faire l'inverse avec les Bengals parce que là justement, il est réel et il a été très efficace. On parlait de la suite de Rodgers. C'est quoi la suite pour Mahomes? Parce qu'on parlait d'une dynastie, on disait ça va être les prochains, ils vont en gagner 3-4 et finalement... Finalement, ils sont quand même toujours en finale de conférence, et donc voilà, la NFL, ça joue sur un match, c'est pas comme en NBA, une série, etc., où on peut rattraper exactement les errements d'une mi-temps, ça se paye vraiment cash pour utiliser l'expression consacrée.
Il y a toujours des joueurs qui vont vouloir jouer avec Patrick Mahomes et ils auront facile à les attirer aussi du côté des Chiefs. C'est une franchise bien construite maintenant depuis quelques années, donc il ne faut pas s'inquiéter non plus. Ils joueront les premiers rôles. Voilà, ils seront moins archi favoris au début de chaque saison, comme ça a été le cas. Voilà, dans le prochain podcast, on ne dira pas au Super Bowl, il y aura les Chiefs et puis on verra, le coaching staff. Ouais, mais alors ça, c'est ma question. Est-ce qu'Andy Reid va poursuivre autant d'années que cela? Et alors, est-ce que la division ne va pas devenir un peu plus hard selon où Aaron Rodgers choisit d'aller Est-ce que cette division ne va pas leur poser plus de problèmes que ces dernières années? Et en fonction de l'évolution aussi des Chargers et des Raiders aussi, en fonction des mouvements qu'eux vont faire, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc, non, moi je suis assez confiant pour eux, tant que le coaching staff, surtout offensif, reste en place. Et puis peut-être qu'à un moment donné, il y a Andy Reid, certes, le head coach, mais il y a aussi le coordinateur offensif, Eric Bieniemy. On l'attend toujours être coach ailleurs, il est toujours là. Peut-être qu'à un moment donné, la transition, elle va se faire naturellement là. Il n'est pas le successeur naturel, peut-être. Donc, je me fais pas trop d'inquiétude, je me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Il n'a jamais que 25 ans en plus, c'est ce que disait justement Andy Reid. Donc, combien de Super Bowl finalement? Deux jouets. Comme Russell Wilson, c'est bizarre ça. Rodgers, que Drew Brees. Russell Wilson se fait déglinguer ces derniers jours, ces dernières semaines, parce qu'il en a gagné un seul, et on dit qu'il ne sera jamais dans les Great Ones, et on avait annoncé Patrick Mahomes. C'est vraiment la preuve qu'il faut gagner quand il y a moyen de gagner. Et Mahomes, peut-être le danger, c'est qu'il est en train de perdre l'avance qu'il avait sur Josh Allen, sur pourquoi pas Joe Burrow qui peut arriver. Donc il y a aussi quand même des jeunes quarterbacks. Il y a Herbert du côté des Chargers qui a aussi un énorme potentiel. Donc là, il avait peut-être 2-3 ans pour dominer, mais il est tombé sur Brady qui avait quand même encore envie de faire un truc, et sur une saison un petit peu complètement folle. Donc, et surtout, juste pour terminer, si je peux juste me permettre, le problème aussi de Mahomes, c'est qu'il a commencé en faisant une saison digne des meilleures saisons d'un Manning ou d'un Brady ou d'un Rodgers. Et donc forcément, dès l'instant où il va être un tout petit peu moins bien, ça va être énorme dans les standards NFL, mais on aura l'impression, mais il fait moins bien qu'avant. C'est moins bien. Dans l'esprit des gens, ça peut jouer. Dans le mien, en tout cas, oui. Si on résume, pas d'inquiétude, mais il a quand même plus vraiment droit à l'erreur, Patrick Mahomes, s'il veut. Encore 10 ans au moins, s'il ne se blesse pas. Quand même, parce que, comme vous dites, il y a les autres qui le rattrapent. En tout cas, on aura hâte de voir ça l'année prochaine, parce que là, il n'y est pas au Super Bowl. Finalement, il n'y est pas. Il y a qui? Il y a les Bengals et il y a les Rams. Et on va revenir d'abord sur le parcours un petit peu des Bengals qui ont gagné donc contre les Riders, contre Tennessee et contre Kansas City. C'est un peu la surprise quand même, les Bengals, dans ce Super Bowl. C'est la totale surprise. Je crois que dans les power rankings de début de saison de certains sites spécialisés, ils étaient tout le temps en dessous de la 25e place. Sur 32, donc c'est la grosse surprise de la saison. C'était déjà très sympa. On a vu l'histoire se construire au fur et à mesure de la saison. Ils ont réussi à aller en play-off. On s'est dit c'est bien, c'est une belle petite histoire. Et puis après en play-off, ils arrivent quand même à sortir de fait les Raiders. Ça, on le sentait venir. Les Titans, c'était une première grosse surprise. Mais alors les Chiefs derrière, avec la première mi-temps qu'ont fait les Chiefs, ça c'était vraiment le gros impact. Ce que j'adore, c'est qu'en fait ils s'adaptent à toutes les situations. Et il y a une énorme résilience en fait dans cette équipe qui fait que ils sont capables de gagner un match de play-off même quand Joe Burrow se fait saquer 9 fois comme face à Tennessee. C'est un exploit qui est hallucinant. C'est pas pour me la péter, mais j'ai commencé à y croire dès la victoire contre les Chiefs en semaine 17 parce qu'on est très proche des play-offs. Il y a une dynamique qui se crée. Et là, on voyait aussi très bien que des équipes qui étaient attendues très haut, comme les Chiefs et les Bills, étaient moins fortes qu'espérées, que prévues. Et donc, je me suis dit, là, il y a un coup à jouer. Maintenant, de là à les voir aller au Super Bowl, je me disais, c'est certainement une marche trop haute à... C'était déjà bien de les voir en play-off. En fait. Ouais, c'est ça. Mais je me disais, tiens, justement, en play-off, ils ont un coup à jouer. Ouais. Ils ont un coup à jouer, justement, cette année. On parlait d'opportunités. Là, ils en ont une énorme. Mais c'est une équipe qui est très bien construite depuis 2-3 saisons. On commence vraiment à voir les fruits maintenant parce qu'ils ont un quarterback qui est en forme depuis le début. T'es en balle, là, 2-3. Arrête-toi à 2 saisons. Non, depuis que Joe Burrow est là, en fait. Certaines signatures d'il y a 2-3 ans qui ont un impact maintenant. Bien sûr, parce que les 2 autres saisons, ils cumulent 6 victoires. Donc on ne peut pas voir le coup venir. Et on ne voyait que la suite logique, c'était les playoffs au mieux. Mais là, c'est le Super Bowl. Carrément. Mais il y a une logique qui est faite. C'est une équipe qui a encore beaucoup de flexibilité pour les saisons à venir d'ailleurs. Oui. Donc là, je me dis que l'avenir, il est positif, même si on sait qu'une saison est toujours difficile à confirmer. Et là, l'année prochaine, quels que soient les résultats du Super Bowl, ils seront attendus. Mais non, ils méritent totalement leur place, même si, par rapport à la réputation du début de saison, ça peut paraître un petit peu moins bien de voir les Bengals plutôt qu'une autre équipe, mais il la mérite totalement. Ouais, c'est clair que celui qui a mis les Bengals en début de saison, il a mis un petit pari. Là, il doit se frotter les mains. Qu'est-ce qui était moins bon et qu'est-ce qui était bon dans le parcours des Bengals en play-off? On va commencer avec ce qui était bon. Ce qui était moins bon, c'est les 2 défaites contre les Cleveland Browns en division. C'est la seule équipe qui a battu 2 fois
les Bengals, désolé les gars, évidemment ça je vous l'avais un peu préparé. Est-ce que la NFC North n'était pas une des divisions les plus fortes? On en a beaucoup ri parce qu'évidemment, mais bon, il y a les Ravens, il y a les Browns, voilà, vous savez ce que j'en pense. Il y avait la dernière de Big Ben qui a accompagné aussi tout le suspense tout au long de la saison. Non, mais il y a la réunification, pas dans l'émission célèbre des aventuriers, mais plutôt Ja'Marr Chase et Joe Burrow de Louisiana State University. Ça, pour moi, c'est vraiment ça qui a fait la différence. Alors après, c'est facile parce que c'est le quarterback et le receveur. Donc évidemment, ça va mener tout le reste de la discussion. Il y a le coach. Il me semble avoir vu que cette année, c'était les 2 plus jeunes coachs. Ouais. Alors que l'année dernière, c'était les 2 plus vieux. Donc on est passé d'une saison, d'un match plus long. Mais c'est surtout un changement complètement différent. La différence pour les Bengals, voilà, pour moi, c'est Joe Burrow. C'est sa gestion. Joe Cool Burrow, c'est la gestion des temps. Allez, être mené à la mi-temps par Patrick Mahomes, Hall of Fame quarterback, par cette équipe qui va pour la 4e fois en finale de conférence, retourner la situation, rester aussi calme, aussi fort à Kansas City. Dans le bruit. Hein. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est le quarterback, c'est le receveur, et alors. On revient quand même rapidement au Special Teams, le kicker. Evan McPherson. Il est énorme. 12 sur 12. Il monte, c'était quoi? C'était en finale de conférence ou juste avant ça en divisional où il monte en disant voilà, c'est bon, on a gagné le match, quoi. C'est un truc de fou pour un gamin. Ouais, surtout que c'est déjà l'une des meilleures campagnes de playoff de l'histoire pour un kicker, hein, derrière Adam Vinatieri quand même, qui est juste une légende. Donc en plus, il arrive à une période où on est un peu en train de se demander quelle place on doit laisser au kicker, parce qu'en dehors de Justin Tucker, il n'y a plus de véritable référence comme celle-là, lui ou un Greg Zuerlein par exemple. Et lui, il débarque et il devient le héros inattendu dans une époque où maintenant on ne joue plus les field goals, il faut jouer les 4e tentatives, tout ça. Il est vraiment à contre-courant. Et moi, je trouve qu'il représente très bien au final cette équipe de Cincinnati, malgré son rôle, entre guillemets, faible, mais d'une importance énorme. Et qu'est-ce qui a été un peu moins bon du coup, Pat, du côté de Cincinnati? La ligne offensive, hein, je pense la protection de Burrow, heureusement qu'il est cool, hein, parce que sinon il se fait s'énerver sur les mecs devant lui, mais surtout face aux Titans, peut-être aussi à cause de lui, gardait peut-être un peu trop longtemps la balle, et c'est ce qu'on a pu constater aussi en finale de conférence, c'est qu'il avait déjà appris ça aussi, à se débarrasser, et de manière pas trop idiote du ballon, pour ne pas concéder le sac, pour ne pas concéder les yards qui font reculer, et on sait l'importance de ne pas reculer en foot US, donc voilà, il y a quand même encore eu cette marche de progression là, mais ce sera certainement une des clés du Super Bowl aussi, parce que là aussi c'est ce qu'on s'est dit à la mi-temps du match quand on les voyait éliminés, on s'est dit, et même, pourtant on y avait pensé, même s'il y a un miracle, ils vont se prendre la marée au Super Bowl, peu importe s'ils jouent encore contre les Rams ou les Niners, on ne savait pas qu'ils allaient se prendre à ce moment-là, donc ça resterait une des grosses thématiques de ce Super Bowl-ci, c'est la protection de Joe Burrow. D'accord, messieurs? La ligne offensive, c'était un peu le défaut de ces playoffs? C'est le défaut. Mais bon, de nouveau, ils savent faire aussi avec leurs armes, même quand elles ne sont pas vraiment très clinquantes, pour ainsi dire. Rien d'autre qui a un petit peu moins été du côté des Bengals à retenir? Les maillots, mais bon, c'est une... Non, je pense pas. On peut pas. Ne me lancez pas là-dessus, s'il vous plaît. On le lance là-dessus, 3. C'est parti. Mais non, je pense que c'est vraiment le seul vrai point faible. Peut-être plus en identifier un autre au niveau du Super Bowl, c'est leur tight end CJ Uzomah, qui est la 4e arme, mais qui a son importance justement, parce que pour une 4e arme, il a des très bons chiffres, qui s'est blessé en finale de conférence, il devrait être là, mais dans quel état ou quoi? C'est un tight end que si tu peux te débarrasser rapidement du ballon, à mon avis, Burrow va avoir à le faire de temps en temps. C'est toujours une soupape de sécurité, même s'il y a d'autres. Ce qui magnifie le dernier petit problème, c'est aussi l'efficacité en red zone. Oui, c'est vrai. Sont pas... Justement parce qu'on a un coach qui est très conservateur. Mais ce sera le cas d'un côté comme de l'autre. Très jeune, mais très conservateur. Maintenant, j'ai envie de dire... Lui ne va pas jouer les 4e tentatives parce qu'il sait que, bon, quoi qu'il arrive, les 3 points, ils sont normalement assurés, quoi. Donc, mais à un moment donné, on le disait pendant le match contre Kansas City, quand ils prennent un field goal à un moment donné, il va falloir faire autre chose que de mettre des field goals pour battre Kansas City. Je pense que ce sera un peu plus suffisant encore ici et peut-être encore plus important de les mettre contre les Rams.
L'inexpérience quand même de Joe Burrow, ça peut faire un tout petit peu la différence. Il a joué des finales universitaires. En high school aussi. Lui-même le dit, il l'avait dit avant d'aller à Kansas City, justement, un peu en provocation très calme, en disant le bruit, moi, ça me va, j'ai joué des finales universitaires, c'est pas les supporters d'Arrowhead qui vont me faire peur. Donc, il est cool, je crois. Mais après, il faut voir si, quand même, ça reste le Super Bowl. Voilà, on se déplace. Je pense que justement, son attitude fait qu'il saura faire abstraction. Oui, mais après, il y a d'autres joueurs. Le reste de l'équipe. Cincinnati qui, bizarrement, jouera à domicile contre Los Angeles. Alors qu'on joue à Los Angeles. C'est toute l'histoire de ce Super Bowl de Los Angeles. Est-ce qu'on peut expliquer très vite ça aux gens qui nous regardent parce que c'est un petit peu compliqué à comprendre. Le stade du Super Bowl est un stade neutre, désigné bien avant, désigné 3-4 ans à l'avance. Et donc voilà, ça se joue à Los Angeles. Ils avaient été gâtés par l'histoire parce que jamais aucune équipe n'avait reçu et joué le Super Bowl à domicile jusqu'à la saison passée parce que Tom Brady avait encore envie de faire une nouveauté, de grappiller encore un record et d'être le premier à gagner le Super Bowl à domicile avec Tampa. Et puis ici, les Rams, après plus de 50 ans sans équipe qui joue à domicile, 2 années de suite, on l'a. Mais voilà, c'est comme ça. La particularité, c'est que en fait, ça change d'une année sur l'autre, mais c'est une année l'équipe NFC qui est considérée comme celle qui reçoit, c'était qu'à l'année passée. Cette année, c'est l'équipe AFC, donc c'est quelques petits avantages. Ils ont le vestiaire à domicile, ça tombe bien dans le stade que partagent les Chargers et les Rams. Le vestiaire considéré à domicile est celui des Chargers, donc les Rams gardent leur vestiaire. Donc ça arrange tout le monde. Donc là, ça arrange tout le monde. Et au final, ils n'ont pas beaucoup de supporters de toute façon à Los Angeles. Donc ça j'allais dire, est-ce que les Rams ont joué un seul match cette année à domicile réellement? Apparemment, justement, celui-là, il y en a un peu plus. Apparemment, il y en a un peu plus. Vu le prix des places, c'est un peu plus dans les moyens des gens qui habitent à Los Angeles. Vous l'aurez compris, tout le monde joue à domicile ce Super Bowl. Et donc, on va revenir sur les Rams qui sont un petit peu les favoris quand même. On les attendait dans ces playoffs. Ils ont gagné contre les Cardinals, contre les Bucks, contre les Buccaneers et contre les 49ers. Alors, qu'est-ce qu'on retient, Pat, du parcours des Rams ? Qu'ils ont fait le boulot, en fait. On les mettait en favoris, oui, mais on se demandait vraiment si ça allait cliquer, si Stafford n'allait pas craquer sur un match, parce qu'au final, on l'avait quand même très, très peu vu en play-off avec ces matchs coup près là. Et au final, ils sont passés, ils se sont faufilés, ils ont fait aussi le job. Ils ont peut-être bénéficié du fait que ce sont les Niners qui ont éliminé les Packers. Et voilà, ils n'ont pas eu le gros clash, parce que les Niners envoyaient quand même des faiblesses aussi se conforter match après match, mais au moins ils ont fait le taf à chaque fois, ils n'ont pas fait d'erreur, c'est solide. Et les joueurs stars qu'ils ont transférés en cours de saison, on se demandait si vraiment ça allait cliquer et s'il allait avoir de l'apport. Odell Beckham, Von Miller, ça a cliqué, il y a de l'apport, donc il y a de la qualité forcément, parce que ce sont des joueurs de qualité. Tiens, qu'est-ce qu'on en pense d'Odell Beckham et de son transfert et de ses playoffs et de ses playoffs chez les Rams tous les trois. Non, mais c'est vraiment un peu colère, ce Super Bowl pour un supporter des Cleveland Browns. Mais oui, voilà, moi c'est toujours bravo à lui. Je disais avant l'enregistrement, il est redevenu un joueur de foot américain, ce qu'il n'a pas pu se faire malheureusement avec les Browns et avec Baker Mayfield. Voilà, après, ce n'est qu'une petite histoire ou qu'une petite arme supplémentaire dans la saison de Cooper Cup comparée au BJ. Voilà. Il a été tradé, il a choisi la bonne équipe au bon moment. Tant mieux pour lui. Est-ce que ça va relancer sa carrière? Espérons pour lui. Voilà, moi j'avais une question aussi pour vous deux ou vous trois, plus amateurs de NBA encore aussi. C'est que est-ce que ça vous choque finalement ce qui s'est passé avec les Rams cette saison? Parce que ça marche. C'est-à-dire que c'est un peu cette dynamique de trader ou d'aller chercher les stars ou les anciennes stars pour les ramener dans une équipe avec un but. Leur but était vraiment très à court terme. C'était de jouer à domicile, on en a parlé, à domicile entre guillemets, ce Super Bowl, typique de la Californie, typique de Los Angeles. Et donc j'aurais voulu avoir un peu votre avis là-dessus, parce que s'ils le perdent, qu'est-ce qui va se passer? On se disait déjà ça il y a 3 ans en fait, parce que aussi Goff, c'est pas Stafford forcément, mais quand ils vont le chercher premier choix, il y a un gros échange où forcément il libère pas mal d'assets, et finalement on se disait qu'avec cette chance-là, c'était maintenant une reconstruction qui allait s'opérer, finalement non. Mais en fait, ce qu'on peut remarquer aussi du côté des Rams, c'est que certes, il y a cette agressivité dans la construction de l'effectif, mais ils ont quand même beaucoup de joueurs draftés, qu'ils ont draftés eux-mêmes. Ils en ont autant que les Bengals, qui eux sont justement réputés pour leur bonne construction, lente, patiente, avec des bons choix de draft. Donc, disons que c'est mieux d'avoir 5 choix de draft au lieu de 7 ou 8, et d'avoir 5 bons choix qu'un seul quand tu en as plus. Donc,
Il y a un peu de tout. Moi, je ne me fais pas trop de soucis par rapport à ça, mais c'est sûr qu'ils sont plus dans l'urgence que Cincinnati. Même si tu as une ligne de conduite aussi qui se dessine avec le coach qui reste en place, qui peut imprimer sa patte depuis quelques années. Ouais, il a déjà géré un Super Bowl. Mais oui, on le sait, en NFL, la fenêtre de tir est beaucoup plus réduite encore que même en NBA. Ouais. Est-ce que ça risque pas de devenir une habitude si les Rams... On a les deux exemples ici, tu vois ce que je veux dire. Donc je ne sais pas vraiment si ça va devenir une habitude. C'est pas la première fois non plus. On parlait de Manning en Broncos. Ouais. C'était aussi dans mais ici, il y a quand même quelques cas. Quoi. Dans les postes clés, parce que je t'entends dire l'équilibre avec les draftés, ok, mais dans les postes clés, le quarterback, qui est aussi le très réussi. Stafford, il lui reste 1 an, il est en fin de contrat en 2023, donc après il faudra voir. Maintenant, je pense que lui, il est parti pour rester longtemps également. Je m'excuse pour ce parti pour rester d'ailleurs, mais totalement involontaire. Mais donc non, je pense qu'à ce niveau-là, ils gèrent quand même assez bien. Maintenant, c'est clair qu'ils ont encore fait un gros trade, donc on verra dans 3 ans en fait. On verra dans 3 ans, j'ai envie de dire. Mais je pense que d'ici là, quand on voit les atouts qu'ils ont, encore maintenant, je pense qu'ils ont encore une bonne base malgré tout. Et moi, ce que je pourrais rajouter, c'est que, en tout cas, ça fonctionne mieux aux Rams qu'aux Lakers. Voilà, ça c'est dit. Aux Clippers. Bon, après, il y a quelques années, ils avaient essayé aussi. C'est clair. Voilà. Bon, c'est vrai qu'à Brooklyn, ça fonctionne beaucoup mieux. Les Jets, il n'y a pas de comparaison. Ramener des stars, en fait, c'est peut-être pas la bonne solution. Enfin, sauf pour les Rams du coup. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Parce que on disait ce qui a moins fonctionné du côté des Bengals, du côté des Rams. Il n'y a pas vraiment de choses à retenir qui a moins bien fonctionné. Enfin, c'est plus difficile. Qu'est-ce qui a vraiment bien fonctionné du côté de LA? L'apport de Matthew Stafford. Hein. Il fallait l'oser quand même, ce trade de quarterback. C'était quand même... Parce qu'on ne savait pas trop. C'est vrai qu'il est dans la Ligue depuis sa 13e saison. Il a fait 12 ans aux Lions, c'est 3 playoffs, c'est 3 défaites à chaque fois d'entrée de jeu. Et au final, on avait ces interrogations concernant cette tendance aussi à craquer aussi parfois au moment les plus importants. Et finalement, en playoff, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Et la réussite est de son côté. Je repense notamment à cette interception loupée du côté de San Francisco dans le 4e quart-temps qui change totalement la dynamique, enfin qui pourrait changer totalement la dynamique. Donc ça, c'est le gros apport. J'ai quand même envie de revenir aussi brièvement sur celui d'Odell Beckham Jr., qui est arrivé à un moment important dans le sens... Il me demande la permission. Non. Mais remue le couteau dans la plaie comme ça. Mais ce que je veux simplement je vous en prie. C'est qu'il arrive, et je pense que c'est le lendemain ou le surlendemain, Robert Woods, donc le 2e receveur, se blesse. Et là, le rôle d'un Odell Beckham, où on pouvait se demander ce qu'il allait apporter en tant que 3e cible, connaissant aussi son caractère, là, au final, il a eu son importance. Parce que du coup, ça n'a pas changé, ça n'a pas attiré encore plus les défenses vers Cooper Kupp. Ça lui a permis pouvoir compter sur une autre cible et continuer à faire aussi sa grande saison. Les deux, au final, se sont servis l'un pour l'autre. Donc ces apports-là, Von Miller aussi, il a fallu son temps d'adaptation parce que c'est quand même une légende à Denver. Donc ces apports-là ont été importants. Et défensivement, même si on en a un peu moins parlé cette saison, Aaron Donald. Quel joueur, quoi. Enfin, c'est peut-être même le meilleur joueur hors quarterback, tout poste confondu en NFL. Hein. Sincèrement, je pense que la question, on peut vraiment se la poser. Hein. D'accord avec Anthony, Pat? Oui, avec de nouveau aussi la confirmation à longueur de saison après saison. Aaron Donald reste le meilleur défenseur quasiment de la ligue, donc valeur sûre. Quelque chose à rajouter sur les Rams, peut-être, qui a bien fonctionné, qui t'a impressionné, toi, David? Mais je le répète, c'est vrai que je reviens toujours sur le quarterback. J'avoue, c'est pas une franchise que j'ai suivie avec beaucoup d'attention avant le trade d'OBJ, mais je trouvais ça déjà exceptionnel, quoi. Le gars, il est habitué effectivement chaque année à jouer, oui, le premier match de Thanksgiving, c'est tout content avec les Lions, et on s'est toujours reposé des questions par rapport à son réel niveau, et oser cet échange avec un quarterback qui t'a quand même mené 2 ans avant au Super Bowl, c'était quand même osé. Après, voilà, je suis pas spécialement fan des Rams sur ce côté, voilà, fabrication, j'entends à l'équilibre avec les draftés, mais voilà, fabrication de succès. Il faut voir, est-ce que réellement ce Super Bowl peut être le déclic aussi quant à la ville et aux supporters et aux suiveurs dans une ville tellement riche en divertissement, est-ce qu'ils vont pouvoir trouver leur place? Et c'est clair que là non plus, c'est pas le maillot qui va aider. Je suis pas convaincu. Los Angeles, en dehors des Lakers et des Dodgers, et même les Lakers, ça dépend. Avant que LeBron revienne, c'était quand même compliqué. Donc moi, je suis pas trop convaincu. C'est plus une ville universitaire, Los Angeles, je crois. Donc
À voir. C'est bien, et vous n'avez même pas réagi sur ma petite mauvaise blague des maillots. Merci. Moi, je les aime bien. Ouais, moi aussi, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah, mince. Le bleu, le bleu jaune, là, comme ça, c'est pas mal pour le point un peu en fashion, comme ça. Bah, on a fait pour les Bengals. Il y a un côté soleil. Il y a un côté soleil. Bon, et justement, le soleil, on y va, on se dirige vers la Cité des Anges. On a juste la température de Los Angeles. Voilà, là, on y est. En studio, c'est vrai qu'il fait très chaud. Les Bengals contre les Rams. Et j'ai envie de vous demander les clés du match. Qu'est-ce qui va faire la différence dans ce match-ci? Bah écoute, moi je vais lâcher la première vu que j'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure. On vient de parler d'Aaron Donald. En face, il y a une ligne offensive compliquée, on va dire ça comme ça. Mais c'est justement là où je veux en venir. J'ai l'impression que c'est un peu un match poupée russe au niveau des clés du match ou un match à tiroir. On dit, OK, la ligne offensive des Bengals est mauvaise, mais en fait, il y a Joe Burrow. Et Joe Burrow, il sait gérer une mauvaise ligne offensive. Oui, mais Joe Burrow, il n'a pas d'expérience. Et donc, chaque fois, on va pouvoir donner une clé du match et puis ouvrir une autre poupée avec un mec qui va venir directement contrecarrer la clé du match suivante. Et donc, pour moi, on se retrouve vraiment dans un pronostic sportif très incertain parce qu'il va y avoir des arguments pour une équipe, pour l'autre. Et moi, j'arrive vraiment pas à me dire, ouais, OK, les Rams, c'est un peu favori. Mais chaque fois qu'on va donner un argument pour les Rams, il y aura un mais derrière. Et chaque fois qu'on va donner un argument contre ou pour les Bengals, il y aura un oui mais derrière aussi. Donc, moi, ça me plaît parce que toutes les clés qu'on peut analyser, attaque contre défense, défense contre attaque, special teams, il y a du oui mais partout et ça va être chouette. Est-ce que réellement pour les special teams, il y a du oui mais partout? Est-ce que là, l'avantage ne peut pas être donné, on l'a déjà évoqué, plutôt aux Bengals si on reste dans une mouvance suspense qui a eu lieu tout au long de ces playoffs-ci? Le oui mais ce sera aussi équilibré? Celui au Rams, c'est pas catastrophique non plus. Non, c'est ça. Voilà, et quel est l'impact au final des special teams? Elles ont souvent un impact quand elles sont très mauvaises comme à Green Bay, mais que si elles font juste leur job, est-ce que ça peut avoir un impact décisif sur le match? Ça reste à voir. Non, je pense que moi, la clé du match, dans un sens comme de l'autre, ce sera le jeu au sol. Parce que justement, ce sera un bon moyen de retirer de la pression sur Joe Burrow, c'est d'avoir un jeu au sol qui fonctionne. D'ailleurs, ils ont beaucoup insisté sur le jeu au sol, pas forcément toujours à juste titre, avec efficacité contre Kansas City, mais ça ne les a pas mis en défaut. Et aussi parce que du côté des Rams, ils sont censés avoir un meilleur jeu au sol, justement. Ils ont quand même un bon duo, voire trio, s'il y a le retour de Darrell Henderson en running back. Et la manière dont ils l'ont géré en playoff m'a quand même laissé pas mal poser questions. Je veux dire, par exemple, contre les Buccaneers, quand ils ont ce gros avantage, ils commencent à faire beaucoup de courses plein centre, tout ça qui ne donnait rien. Insister. Donc je pense que l'équipe qui gagnera la bataille au sol gagnera probablement le match. Surtout ici, quand on voit la dynamique jusqu'à présent d'un côté comme de l'autre. L'utiliser plus pour favoriser ensuite le play action, c'était pas vraiment ça l'idée, c'était dans un sens comme dans l'autre, ça va être très utile, je pense. Mais pas forcément même le play action, c'est juste aussi parce que d'un côté, en fait, je pense que les Rams auront tout intérêt de le faire parce qu'on a vu ce qui a fonctionné, cette fameuse couverture avec 8 joueurs du côté de la défense de Cincinnati, en ne mettant la pression qu'avec 3 joueurs. Enfin, tu ne peux pas avoir juste 3 joueurs comme ça, alignés et 8 qui partent en couverture si tu joues face au jeu au sol. Oui. À un moment donné, ça va te piéger. Et de l'autre côté, c'est pour aussi retirer de la pression à un moment donné sur Joe Burrow. Ça pourrait ne pas être suffisant forcément, tellement la ligne est dans un état compliqué face à cette ligne défensive-là, parce qu'on parle d'Aaron Donald, mais il y a tous les autres joueurs autour. Donc je pense que pour des raisons différentes, dans un sens comme dans l'autre, ça pourrait être ce qui pourrait débloquer la situation offensive. La poupée russe, Patrick, tu vois, parce qu'il y a oui mais si le jeu de lait passe ou passe les premiers rangs, puis il y a peut-être le risque de fumble avec un Makers qui en a commis quelques-uns sur sa campagne de play-off. Donc voilà, de fait, ça peut être une clé, mais elle peut aller des deux côtés, cette clé. Et alors justement, dans ces tiroirs, dans ces poupées russes, quel pourrait être le facteur X ? Celui qui, parce que là c'est un petit peu indécis, on se dit oui mais, et le petit facteur X qui va pouvoir faire la différence, David. Dans chaque camp ou pour le Super Bowl Celui lui-même. Du Super Bowl, le facteur X. Je reste persuadé que franchement, et les special teams, j'ai vraiment l'impression qu'elles pourraient faire la différence. Et cette année, plus avantage aux Bengals, mais Cooper Kupp, c'est pas un facteur X parce que tout le monde le sait en fait. Et je sais pas comment ils vont gérer ça du côté des Bengals, mais je pense que ça peut quand même faire la différence au profit des Rams. L'utilisation efficace du blitz. Ouais. Ça serait quelque chose parce que ce sont 2 quarterbacks face au blitz. Donc quand on envoie au minimum 5 défenseurs mettre la pression, ils sont très forts. D'un côté, Cincinnati, quand tu joues Joe Burrow, tu n'as pas besoin nécessairement d'envoyer 5 joueurs parce que la ligne fait qu'avec 4, tu peux mettre la pression. Donc il faut voir à quel moment tu l'utilises pour faire en sorte de faire basculer le match. Et ça vaut aussi
de l'autre côté, parce que Stafford est le meilleur quarterback quand tu regardes un peu toutes les statistiques avancées et même brutes. Face au blitz, c'est le meilleur quarterback cette saison à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ils ont envoyé un gros blitz, les Buccaneers, et ça les a tués en fin de match face à Stafford quand il a lancé cette bombe pour Cooper Kupp. Donc, Cincinnati ne l'utilise pas beaucoup, mais à un moment donné, je pense que tu auras besoin de ça, de provoquer une action défensive. Et donc, quelle équipe parviendra à un moment donné à s'en servir au bon moment et capitaliser là-dessus? Je pense que là aussi, ça pourrait être une donnée importante qui n'est pas trop attendue parce que ce ne sont pas des équipes qui ont l'habitude de le faire. Ok, messieurs, je pense que ça va vous faire du bien. Ouais, Patrick, vas-y, Patrick. dans Factor X. En plus, Excuse-moi. Je lui ai laissé le temps. J'en ai pas. Et puis voilà. Mais non, mais en fait, ça peut être un facteur X de tous les matchs, mais je pense que ça a vraiment son importance ici. C'est le coaching, le play calling, la gestion des temps morts. Voilà, on a 2 jeunes coachs qui ont vécu un Super Bowl ensemble dans la même équipe il y a quelques années. Mais donc voilà, la gestion de l'événement, les adaptations en cours, on l'a vu, c'était très important du côté des Bengals. Et on sait que parfois qu'un temps mort pris pour une bêtise, pour une connerie en début de deuxième mi-temps, parce que mince, on a oublié quelque chose, ça peut se payer hyper cash en fin de match. Donc attention, laissez 12 secondes à l'adversaire. Parfois, ça vous fait perdre aussi un match. Donc pas de challenge. Pas de challenge, voilà. Please. Surtout pas 2. Merci beaucoup, messieurs. Là, je pense que ça va vous faire du bien. C'est ce que j'allais dire parce qu'il fait un petit peu chaud. De vous mouiller, donc d'aller chercher votre petit pronostic. Je vais vous demander d'être assez rapide parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais donc, un pronostic, tout simplement. Pat, je vais commencer par toi, vu que j'ai failli t'oublier juste avant. Juste parce qu'il y aura encore plus d'histoires à raconter sur une équipe que pour l'autre, les Bengals, mais je n'ai pas vraiment de raison objective de le dire. Moi, je suis dans un match poupée russe. Avec un score. Voilà. Avec un score 24-21, kicker au final. C'est beau, ça. Je vais dire aussi Cincinnati, je les vois aussi marquer 24 points, on ne s'est pas concerté du tout, 24-17 je vais dire, parce que je n'ai pas toujours été rassuré par la gestion des matchs des Rams. Ils sont certes plus complets, mais on a vu que par séquence c'était parfois compliqué, et justement parce que Cincinnati sait exploiter des moments faibles de l'adversaire, et c'est aussi à un moment donné obtenir quelque chose, même quand il n'y a pas grand-chose à aller chercher. Donc je dirais Cincinnati 24-17. Il va pas y avoir beaucoup de points. Bengals à la mais droite. voilà, ça, merci les amis. Moi, je ne pouvais pas choisir les Bengals. C'est impossible. Les Rams, une possession aussi, ça c'est sûr, une possession d'écart. Mais Joe Burrow MVP. En fait, Un MVP battu. ça, je me dis, allez, tout a été possible dans cette saison, ces playoffs de fou. Et je me dis, bon, les Rams vont le faire. Voilà, bon, ce côté jouer à domicile, bon, une nouvelle fois, je pense que ça va quand même avoir peut-être une petite influence. Mais je vois quand même bien Joe Burrow MVP. Avec le MVP. Je voulais vous mettre, voilà. Si vous dites les Bengals, ce sera le quarterback de l'équipe gagnante, ou alors moi dans mon 24-21, c'est peut-être 8 field goal de McPherson et de McPherson. Mais ce serait énorme. Non, c'était une saison surprenante, il faut que ça se termine par Cincinnati. Les Rams, ils étaient quand même parmi les favoris en début de saison, même s'ils ont fini 4e. Donc, oui, c'est vrai que tu as raison, finalement. Les Browns ont donc battu 2 fois. Ça, t'as pas souvent dû le dire, à mon avis. Le petit lot de consolation tout de même. Et ben voilà, merci, messieurs, pour vos pronostics. Eh bien, on a hâte là, de vivre ce Super Bowl. Si vous nous regardez en télé, c'est tout de suite sur Eleven Sport 1 en anglais. Mais quand même, mettez Eleven Sport 2 avec ces 2 messieurs-là, à ma droite, Patrick Stein et Anthony Coppi, pour vous accompagner toute la nuit. Là, ça va durer... On a oublié un truc. Oula. Mais Eminem. Oui, j'allais en parler. Enfin d'être au Super Bowl. Enfin d'être au Super Bowl. J'allais en parler. Exact. Effectivement, avec une mi-temps de feu, il y a Snoop, il y a Kendrick Lamar, il y a Eminem. Enfin, ça va vraiment être une mi-temps qui sent bon la nostalgie. J'espère qu'ils vont nous sortir un hologramme de Tupac pour California Love. Ce serait pas ils ont fait la même chose avec Prince. Justin Timberlake avait fait ça avec Prince à Minneapolis il y a 4 ans. Possible. Donc il y avait eu un hologramme, il y avait quelque chose. En tout cas, il y avait un hommage. Là, ils vont le faire, obligé. Mais bon, il y a du monde. Bon, vous l'aurez compris. Marie J. Blige, elle n'est pas en hologramme? Non. Je bois un verre. On a hâte de vous retrouver en tout cas pour ce Super Bowl à partir de minuit sur Eleven Sport 2. Bien sûr, et puis n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le groupe Facebook Eleven Sport NFL parce que justement, tout au long de la nuit, vous aurez l'occasion de pouvoir interagir avec ces messieurs à ma droite qui vont pouvoir vous donner toutes les clés, toutes les réponses de ce match. Et puis aussi pour vous mettre dans l'ambiance, vous avez la possibilité de gagner
pas mal de prix, notamment des ballons, des passes ou un maillot de l'équipe NFL de votre choix. Pour ça, vous allez sur elevensportgames.be/Super Bowl-2022. Vous verrez, il y a un petit jeu à jouer et puis vous allez pouvoir gagner tous ces prix. Messieurs, j'ai vraiment passé une super saison avec vous. Ces podcasts, c'était super et j'ai hâte de vous retrouver l'année prochaine ou plutôt la saison prochaine. Un bon Super Bowl à tous et à bientôt. Ciao!